Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est l'émission preview de la course au soleil de Paris-Nice, la première grande course par étape de l'année. Et on est très content d'en parler parce que c'est une course qu'on adore, la course au soleil, alors qui est souvent aussi une course vers la pluie. On va en parler, voilà, des conditions météo, du vent, des petites bosses, d'un parcours ouvert, d'une start list exceptionnelle. Voilà, tout ça, on va se régaler. Je pense que c'est une course qui nous donne très envie de parler vélo. Et justement, deux spécialistes pour nous en parler. Alors le premier, il va peut-être plus vous parler apparemment du zoo de Thoiry, étant donné qu'il est originaire des Yvelines que de vélo. Mais voilà, c'est Matt. Comment tu vas, Matt? Salut Titien, salut à toutes et tous. Évidemment, obligé d'être là sur cette preview. C'est la maison, c'est les terres d'entraînement, c'est toute une vie. Et puis ouais, en plus, ouais, on va faire un gros week-end aux eaux de Thoiry. On y va 2 fois, donc Eh ben, on va bien incroyable. profiter. Incroyable. Écoute, super. Non, mais toi aussi, Matt, c'est ça, tu viens des Yvelines. Donc, moi, je t'avoue, quand j'étais petit, je prenais le tram, là, depuis Paris et j'allais jusqu'à Issy-les-Moulineaux pour voir le départ. Paris-Nice, c'est un peu une course qui, quand t'habites dans le coin, berce ton enfance. Ah bah clairement, moi j'ai eu la chance de venir de Mantes-la-Jolie, donc grande ville des Yvelines. Donc j'ai même eu des grands départs de Paris-Nice. Surtout que moi, la chance que j'ai en plus, c'est que je suis né pendant Paris-Nice. Donc moi, c'est que du bonheur, que du bénéf. Tout à fait. Et avec nous, celui, alors, il est pas parisien, mais en tout cas, lui, il détient le com du Col d'Aise. Et oui, il vient d'être battu. Ce n'est pas Tadej Pogacar, mais c'est bien Poppy qui détient ce record. Comment ça va, Poppy? Salut à tous, ça va très bien. Écoute, merci pour l'intro, Titien. J'ai déjà du mal à prendre les coms à côté de chez moi où il y a 4 habitants, donc franchement c'est pas mal. Mais bon, pour ma défense, j'ai quand même le parcours de Paris-Tours qui passe, donc quand les mecs roulent à 45 à l'heure dans des côtes à 5%, c'est un peu difficile d'aller choper les coms. Mais en tout cas, très content. Paris-Nice qui arrive, le soleil qui est de retour, donc on est vraiment ravis là de démarrer cette course d'une semaine. Poppy Paris-Nice, c'est quand même une course à part, j'ai l'impression. Est-ce que c'est peut-être même pas la plus belle des courses par étape d'une semaine de l'année, en fait, vu le parcours, la start list, tout ça, chaque année, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, c'est la question qu'on peut se poser. Après, il y a quand même de très belles courses aussi d'une semaine, hein. On pense au Critérium, on pense aussi à Tirreno, par exemple. J'ai cru que Mais c'est t'allais vrai que dire Paris-Nice, Tour de Guangxi, non, non, non. non, Tour de Pologne, non, non plus, non. non. Tour de Pologne, attention, hein, ça rigole pas quand même, hein. Ça rigole pas des Ça fois, rigole hein. pas, ça rigole pas. Mais non, c'est une très belle course. Et puis surtout, voilà, qui arrive assez tôt dans la saison. On peut voir le retour des favoris annoncés sur les grands tours notamment, qui peuvent venir se jouer des coudes sur cette course-là. Donc c'est clair qu'elle est très intéressante et on a tous à chaque fois très hâte. En tout cas, je suis assez hypé par l'arrivée de Paris-Nice dans un mois de mars qui est en général aussi assez agité. Eh ben, Poppy, je sais pas si tu vas rester hypé très longtemps parce que je crois qu'avant qu'on démarre le parcours, les favoris, Matt nous a préparé un petit quiz, c'est ça? Ouais, un petit quiz sur Paris-Nice, la plus grande course d'une semaine de l'année, bien sûr. 5 petites questions, accrochez-vous, ça va buzzer fort. Bon, on commence tout de suite, les gars? Allez, hein, on va essayer. Lance. Allez, première question, ça va être une question d'histoire. On parle de Paris-Nice, mais il y a eu une édition un petit peu particulière où la course, ce n'était pas Paris-Nice, mais Paris, une autre ville, une autre capitale. Sauriez-vous me dire laquelle c'était et en quelle année? Quand tu dis une autre capitale, c'est-à-dire que l'arrivée était bien à Nice, mais le départ n'était pas à Paris. Le départ était à Paris, mais on Ah, rejoignait une autre capitale. une autre capitale. Paris-Madrid. Non, pas Madrid. Une autre capitale. Non, Copenhague. Non, alors, il faut savoir qu'on était bien passé par Nice, hein. Ah, C'était pas Ah, ok. Paris-Rome. Paris, Nice, Rome, tout à Ouais. fait. Moi, je Ah, me suis dit, purée. c'est un peu la seule capitale dans le coin. Donc, Ouais, pas Tout à fait. Paris-Zagreb. Euh, et alors, allez, on va dire à 5 près. Est-ce que vous sauriez me donner à 5 ans près l'année? Ah, aucune idée, franchement. Ça Aucune doit idée. remonter Non, en vrai. non, aucune idée. Oui, ça doit être Alors, il y a c'est longtemps. après-guerre. C'est après-guerre. Non, faut que tu nous Mais- dises, là, franchement, c'est. Sinon, j'irai sur Pro Cycling Stat et c'est pas le but. Donc, Alors, c'était en 1959. En ok. Ah 1959. ouais. Pour une petite étape, enfin, une petite course d'une semaine, ils ont réussi quand même à faire 2044 km, les types. Oh la vache. Une autre époque.
Ouais, donc c'était Paris-Nice, Rome à cette époque, où ils avaient même fait des chemins blancs. Enfin, ils avaient un peu tout fait. Bon, on va faire une question un peu cocorico. Donc là, on va faire chacun son tour. Ça va être Titien qui va avoir la main. Sauriez-vous me donner les vainqueurs français de Paris-Nice? Laurent Jalabert. Oui, Laurent Jalabert, 3 fois. Euh, Bernard Hinault? Raté. Bernard Oh Hinault n'a non. jamais gagné Paris-Nice. Ah, mais qu'est-ce qu'il a Oh foutu, non. Bernard Hinault? Moi, j'aurais dit ça Mais aussi. comment il a pu ne pas gagner cette course? Alors, il a fini une fois deuxième et une fois troisième, mais jamais il a gagné. Oh non. Bernard Thévenet. Alors, est-ce que je l'ai dans mes... Bernard Thévenet, non. Ah là là, bah voilà, hein. Oh là là. On n'est pas très fort, hein. Ah, c'est dur là, hein. Euh, Il y en a combien? Poulidor? Poulidor, oui, tout à fait. Ah ouais. Poulidor, il l'a gagné 2 fois. Anquetil. Ouais, j'allais dire Anquetil aussi. Ouais, Anctil, je l'avais dans mes notes, hein. Anctil, oui, il a gagné 5 fois. C'est notre plus gros pourvoyeur. Anquetil, souvent, des Il y en, gros, il y en- gros il y en a, il y en a pourvoyeurs. combien? Alors, il vous en reste. Alors, si je prends ceux d'après-guerre, il vous en reste un, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là, non, mais ça va être trop long là. Il 6 vous en reste, après-guerre. 6 il vous en après-guerre, reste 8. il y a Il du vous en reste 8. Laurent Fignon, 8. Jean-François Bernard. Jean-François Bernard, ouais, Ah, il a gagné tout à fait. ah, Tout à fait, tout à moi fait. j'en ai un Tony Galopin à un chrono près, hein. Un gros Un chrono chrono près, Un près. quand gros même. chrono Ah, près. Non, mais c'est comme si elle avait dis-nous, gagné. parce que je pense que là on va pas Et savoir. je vais vous les donner. On avait Gilbert Duclos-Lassalle qui a Ah, gagné Paris-Nice ok. en Ok. 1980. On avait Michel Laurent qui l'a gagné en 1976. Voilà. On a Louison Bobet qui l'a gagné Ah, en Ah bah 52. oui, mais ah oui. bah oui. Oui. Jean Gratzik qui l'a gagné en 59 et du coup qui a gagné l'édition spéciale Paris-Nice-Rome. Ah, ok, On a, ok. on a Jean Bobet parce que voilà, la famille marchait bien. Quand je vous dis vraiment après-guerre, c'est vraiment direct après-guerre. On a Fermo Camellini en 46 Alors je t'avoue et que moi, Jean-Pierre Munch en Jean Bobet ou 53. Jean-Pierre Munch, je les connais pas tous, hein. Là pour le Ah, coup, moi non plus. là Moi non plus. je pense que Poppy, je suis pas sûr que tu Ah genre bah non, non. Jean Bobet, C'était Jean-Pierre très Munch compliqué. là. Aïe aïe aïe. Mais très bien, C'était écoute, très dans ce cas, Et pourtant, en tout cas, ça fait 30 ans qu'on brille plus quoi. À peu près, ouais, Ouais. c'est exact. C'est exact. Alors, je vais donner la main à Poppy. Saurais-tu me dire le recordman de victoire de Paris-Nice et toutes les années où il les a gagnés à la suite? ouah. La question que je vais me poser, c'est est-ce que c'est plus qu'Anquetil du coup? Oui, c'est plus qu'Anctil. Hmm. Purée, plus que 5 fois, qui aurait pu gagner plus que 5 fois? T'as une idée toi, Titien? Bah, Eddy Merckx. Non, 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 non. C'est l'homme de Paris-Nice, hein. Il l'a gagné 7 fois. 7 fois Paris, oh, quand même. Alors, si je vous donne un indice, c'est un homme qui vient d'une île en Europe. Ouais, c'est compliqué là, franchement. Il y a pas, D'une il y a île pas en beaucoup d'îles Europe, en Europe. c'est c'est Napoléon. Ah, vraiment? Non! Napoléon, ouais. Voilà, on s'amuse ce soir, hein. C'est plutôt Alors, récent, plutôt vieux. Andrea Misfud. Non. Non, non, c'est plutôt. Bah, ça va être terrible pour les quarantenaires, hein, mais c'est plutôt vieux, malheureusement. Ah. Ah, Ah bah oui, non mais attends, c'est facile. C'est Sean Kelly. C'est Sean Kelly. Ouais, tout c'est à Sean fait. Kelly. Non mais en plus, attends, depuis que je suis enfant, j'ai encore souvenir des commentaires sur France 2 quand j'étais petit. Sean Kelly est détenteur. Mais oui, Sean Kelly qui a gagné cette fois, cette fois. 7 fois, ouais. Ouais, 7 fois. Cette Il a fois, gagné 7 incroyable. fois. Ouais. Et alors, je vais vous donner les années. Donc, c'est de 82 à 88, sans discontinuer. Il Oh a la vache. Monsieur terrorisé Paris-Nice. les années 80, tout à fait. Mais ça, ce sera pas battu de Monsieur. sitôt à mon avis, hein. Bah, 6 Franchement, fois Paris, non, non, Ça je va pense être pas, non. compliqué. Même Hein, peut-être parce jamais que parce que là.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ma prochaine question. Savez-vous qui sont les coureurs en activité qui ont le plus de victoires sur Paris-Nice? Il y en a 2. En activité. Oui. Ça se trouve, c'est un vieux j'en gars j'en ai un, 50 piges. Charman. Charman qui Tout a à gagné fait. 2 années de Max suite. Oui. Max Sherman, tout à fait. Et bah En Jorgensen. 2021. Et Jorgensen. Et 2 fois de Matteo suite. Jorgensen, 2 fois de suite. C'est que 2. Que 2. Tout le reste, il y en a, Bernal, plus en il a gagné une fois. Marc Soler une fois. Marc Soler une fois aussi, ouais. Roglic. Sur Sergio Henao aussi. Roglic, non, il avait Roglic, perdu. Ah non, il l'a gagné l'année une d'après, fois. ouais. Si, Il a il gagné le l'année gagne. 2022. Il le perd en Il le gagne 2021 après sur Benny chute, Witting. ouais, c'est ça. le Et gagne. Sergio Henao, il est encore en activité, je crois, en Colombie. Ouais, tout à fait. Et intermittent Tout à du fait. spectacle Oh dans la son pays. vache. Mais ouais, ça fait mal, Tout là, à ça fait, tout à fait. remonte. Alors, on va repartir sur une question cocorico. David Gaudu a fini 2e en 2023. Avant ça, on a une grosse disette. Quel était le dernier Français avant David Gaudu à avoir été sur le podium de Paris-Nice? Christophe Moreau. Non. Non, c'est un petit peu plus récent. Bah, pour moi, c'est Jalabert, non? Ah bah non, Galopin. Ah oui! Non, Non, Jalabert? non. C'est pas Jalabert. Alors, Galopin, il fait même pas podium, hein, tellement il perd sur son chrono. Sylvain Chavanel, une année 2008 ou 2009. Si, il était très fort, Chavanel. En 2008, il a le maillot jaune, mais il s'effondre sur le Ventoux. Et en 2009, je me souviens, sur la dernière étape, il passe 3e parce que Schleck a un ennui mécanique. Alors, il finit 3e, effectivement, mais il y a 2 Français entre-temps qui Ah, ont fait merde. le podium. Ah, je croyais que c'était Chavanel. Voilà, Alors, l'édition en question, c'est 2014, une édition remportée par Carlos Betancourt. Ah, je l'ai. Il gagne la dernière étape même. Arthur Vichot, Arthur Vichot. champion de France Arthur à l'époque, Vichot. il gagne sur la promenade des Anglais. Exact. Tout à fait. Arthur Vichot, complètement dingue. Complètement dingue. Mais alors l'autre, Bon, par je contre, crois qu'on... ouais. Alors, l'autre, je vais vous le donner, c'est Jean-Christophe Perrault. Ah, Sacré Jean-Christophe. En quelle année du coup? En 2013. Ah, 2013, ok. En 2013. Ouais, 2013, 2014, il était chaud, Perrault. Ah quand non, même, avant son franchement. Tour de France. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il a fait 2e du Tour. C'est dingue. Deuxième du Tour, ouais. C'est un Après, truc de loin fou, de en fait, Nibali quand quand tu même. penses ça. Mais Ouais, mais Jean-Christophe Perrault, quoi. Enfin, en plus, c'est- on a eu un ennui sur le chrono à la fin, Ouais. là, tu sais, où il crève, etc. et tout. Et Ouais. il a quoi? À un moment-là, il a 38 ans, un truc comme ça, non? Il est vieux. Ouais, il est très vieux parce qu'il arrive du VTT, donc Ouais, en c'est plus. très très vieux. Et alors ma dernière question, bon évidemment vous avez déjà le vainqueur, et elle est surtout très drôle parce que c'est une édition qui n'avait aucun sens. Est-ce que vous êtes capable de me citer le podium de Paris-Nice en 2020? Donc, juste avant le Covid. 2020, ouais, c'est... Donc vous avez le vainqueur, normalement. Ah, c'est Charman. encore là-dessus. C'est Charman Donc, qui c'est gagne Charman. avant le Covid C'est Max. devant Tige Benoît. Oui, Je me tout souviens à fait. qu'il avait failli le Oh là battre là. dans la dernière étape. Et je dirais Sergio Higuita. Et Sergio Ouais. Higuita. Oh, la Bible, Titien, Oh. la Bible. Ah, je me souviens, la dernière étape, c'était Ah, arrivé au c'est n'importe sommet et Sharkman avait craqué Ouais. face à Benoît. Ouais, c'est ça. Ouais. Et finalement, Ouais, il avait réussi à se la sauver Colmiane. grâce aux autres là. Ouais, c'est ça. Arrivé c'est ça. à la Colmiane. C'était où- dernière épreuve cycliste d'ailleurs, et après c'était le confinement. Tout à fait. Où Pinot fait une très belle ascension avec Nibali d'ailleurs. Ceux qui découvrent le vélo cette année, ne vous fiez pas à Tige Benoît de cette année. Hein. Bah, pour Non, l'instant, il est non, pas. mais- C'est- Non, voilà. c'est vrai que Thijs Benoît, dans ses premières années, c'est un coureur qui joue les classements généraux. Ah ouais. Oui, C'est un peu spécial. Bon, bah, je crois que on peut dire que c'est une victoire de notre cher Titien. chaque quiz pour moi est un apprentissage. Mais à c'est force, à un force. apprentissage aussi pour nos auditeurs et auditrices. Parce que personne savait que Jean Grazic a gagné Paris-Nice en Non, 59. enfin, Ouais. peut-être, mais. Même Voilà. lui s'en souvient plus, je pense. Bon, Non, je pense pas. et ben Matt, merci beaucoup en tout cas pour ce quiz. Toujours un petit moment sympa, voilà, quand on arrive à faire des quiz dans les previews. On va revenir à nos moutons, ou plutôt voilà, à nos parcours. Et avant de parler des favoris justement, parce que on va avoir un Paris-Nice, je pense, les gars, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, plutôt haletant, voilà, plutôt très très difficile à pronostiquer. Mais avant ça, pour pouvoir se projeter sur justement les scénarios de course, on a besoin d'analyser le parcours. Et je crois, Matt, que tu vas pouvoir nous analyser ce parcours dans les moindres détails.
Ouais, bah on va analyser ces 8 très belles étapes. On va commencer évidemment dans les Yvelines. À HR, on va faire une grande boucle en fait dans les Yvelines sur un parcours qui est très très mal plat en fait. Ça va pas être de tout repos. Et petite particularité, c'est pas une étape pour les sprinters, hein. D'entrée, ça va être une étape pour les punchers avec un circuit accidenté dans les 70 derniers kilomètres où ça va commencer par la côte de Gargenville et la côte de Vaux-sur-Seine, où c'est des côtes qui sont plutôt, plutôt pentues sur leur sommet, à voir si ça peut tout de suite être une étape pour les échapper. Et ensuite, ça sera un circuit final avec la côte de Chantoul-les-Vignes que les coureurs feront 2 fois, une fois au kilomètre 143 et une fois seulement 11 kilomètres avant l'arrivée. C'est une côte qui est hyper irrégulière en fait. Elle est très très pentue sur sa dernière portion, 1,1 km à 8,1%, mais surtout en fait les 500 derniers mètres à presque 9,5, 9,5%. C'est très proche de l'arrivée, donc clairement ça va être hyper dynamique. Et surtout au sommet, on bascule pas tout de suite. Il y a encore 2 kilomètres de tout plat avant d'avoir une petite descente vers Carrière sous Poissy. Bon, ce qui est bien, c'est contrairement aux années d'avant, là il fera beau et il y aura pas de vent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voulez réagir sur cette première étape, mais je pense qu'on est d'accord que c'est quasiment déjà pour les pure punchers, voire des coureurs du classement Ouais. général. Peut-être, vas-y, Ouais, fais tout clairement, oui. le. Fais peut-être le parcours, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc, Ouais, je le déroule-nous fais en le entier. parcours et puis ensuite on donnera chacun notre avis globalement sur le parcours. Ouais, je vais faire ça. Deuxième étape, finalement, ça va déjà être la seule occasion pour nos sprinters entre Épône, donc on repart du 78 vers Montargis dans le 45. Euh, c'est plutôt plat. Il y a quelques petites difficultés par-ci, par-là pour fatiguer un petit peu les jambes. En fait, la grosse difficulté, et ce sera peut-être le seul cas de la semaine, c'est qu'on aura un gros gros vent de côté à près de 30 km/h sur toute la seconde partie de la course. Donc, il pourrait peut-être y avoir des bordures, mais en fait, on a sinon, dans l'optique où il n'y a pas spécialement de bordure et de vent, c'est 40 km tout plat. C'est un final qui est relativement rectiligne, qui est pas spécialement technique, sauf dans les 5 derniers kilomètres, avec quelques petits virages. Mais bon, là, les sprinters, ils ont une occasion, pardon, à prendre. Ils vont clairement pas la lâcher. Euh, Avant le premier gros rendez-vous déjà de cette semaine, le chrono par équipe à Concours-sur-Loire. 24 km, enfin 23 km 500 précisément. C'est plutôt court, mais ça va être très très rapide. Il y a de quoi faire il y a de quoi quand même faire des écarts. On le rappelle, c'est la règle de 1 qu'on verra appliquer sur le Tour de France et qui est mis en place depuis quelques années maintenant sur Paris-Nice. Donc, à savoir que ça va être une vraie rampe de lancement, hein. C'est le premier coureur de chaque équipe qui va voir son temps être crédité. Donc là, ça va être rampe de lancement pour tous les principaux favoris. C'est pas un parcours malgré tout pour forcément pur rouleur. C'est plutôt mal plat encore une fois. On a deux gros faux plats quand même. L'un en première partie de course, juste avant Pougny, et le deuxième, 5-6 km avant le final, qui je pense en fait c'est là que ça va sortir vraiment de rampe de lancement, surtout que ça va être très rapide derrière, c'est une arrivée en faux plat descendant. Je me suis noté aussi sur cette étape-là, normalement les coureurs ils devraient avoir un petit vent de face de 20 km/h, donc à voir si ça peut influer sur les dynamiques et surtout sur les temps de départ. Le grand rendez-vous finalement pour ceux qui auront peut-être perdu du temps la veille parce qu'ils n'ont pas forcément des équipes spécialistes, c'est déjà sur ce sprint final en fait qui commence dès l'étape 4 entre Bourges et Huchon. Un départ relativement plat. C'est peut Moi, c'est la première grosse explication entre les favoris. C'est un finish qui va être
très très rapide. On a d'abord la côte de la Croix des Cerisiers, 6,2 km à 4,1%. C'est très roulant. Bon, ça va permettre d'accélérer surtout le rythme. Avant la côte de la Croix de la Libération, 4,7 km à 5,3%. C'est très irrégulier. Il y a un pied qui est très très difficile à 9,1%. Et derrière, ça va être aux alentours des 7%. Il n'y aura pas de quoi faire tout exploser. Je pense que tout va se jouer finalement dans la dernière ascension vers Huchon, où sur le papier, c'est 8 km à 4,5%. Mais il faut l'analyser un petit peu plus en détail, cette ascension qui se fait en trois parties. Il y a d'abord 3 km au pied à 5,4% de moyenne. Ça reste relativement roulant. Avant, dans le cinquième kilomètre, d'avoir des gros pourcentages à 7%. Et en fait, là où ça va se jouer, ça va être clairement, va falloir être un grimpeur hyper explosif. Bonjour Lenny Martinez. Le dernier kilomètre à 12,8%, dont des rampes à près de 16-17% à 400-500 mètres de l'arrivée. Donc là, c'est très court. Mais on sait, il y a quand même de quoi faire des écarts. On l'a vu sur des ascensions pareilles sur les éditions précédentes. Après, là, on va plus partir pour moi sur des étapes pour les baroudeurs. C'est deux étapes que j'adore, à commencer par la cinquième, entre Cormoran-sur-Saône et Colombier-le-Vieux. C'est surtout une étape qui est très très longue et c'est l'étape avec le plus de dénivelé positif de toute la semaine. 3020 mètres, ça monte, ça descend, le final est hyper explosif, ça fait un peu penser aux étapes dans le massif central qu'on retrouve sur le Tour de France. Il y a surtout un gros morceau et là c'est plutôt intelligent de la part de l'organisation, c'est que c'est pas au sommet, c'est même bien avant, c'est la côte de Saint-Jean-de-Museul, 2,2 km à 10,5% avec des pourcentages max à 15-16%. Donc il y a de quoi faire exploser un groupe à l'avant avant d'essayer de creuser l'écart sur les deux dernières ascensions. Donc à la côte de Saint-Barthélemy, le plein 3,2 km à 7,5,5%. Et puis le gros finish à Colombier le Vieux, où c'est à peu près à 4,5 de moyenne. Ce sera roulant, mais il y a de quoi bien finir au punch. La sixième étape entre Barbantane et Apt, étape un petit peu plus courte, un petit peu moins difficile également. Il y a moins de gros pourcentages, mais il y a toujours autant d'ascension. Là, c'est peut-être l'étape la plus taillée pour les baroudeurs, pour les gaziers, avec des petits cols relativement roulants, même si la côte de Seignon, il y a quand même des gros pourcentages, hein. Il y a les derniers 700 mètres du côte de Seignon, ils sont à 8%, donc il y a de quoi finalement partir en solitaire, puisque l'arrivée, elle est quasi au pied de la descente de cette étape. Bon, les grimpeurs, là, les grimpeurs qui veulent se jouer les pré. Ouais, donc un final, en fait, ça va surtout être pour les purs baroudeurs puncher avec les 700 derniers mètres à 8%, de quoi peut-être faire une petite différence, car l'arrivée, elle est quasi au bas de la descente. Une descente assez tortueuse et assez technique, d'ailleurs, vers Apt, donc faudra se méfier. En tout cas, ce sera deux belles chances à prendre dans cette cinquième et sixième étape. Avant l'explication finale, sur une étape qu'on connaît bien entre Nice et Oron, où finalement, pour moi, les deux principales difficultés seront pas tellement l'ascension, qui est pas forcément la plus difficile du monde, 7,4 km à 7%. Ça va déjà être l'altitude. On monte quand même à 1600 mètres. C'est pas quelque chose dont les coureurs ont encore l'habitude au début de la saison. Et c'est surtout les 55 km de faux plat montant, en passant par Isola. Clairement, pour tous les grimpeurs qui aiment pas trop le plat, qui ont du mal à se placer, qui ont du mal avec le vent, ça va être très très difficile et on devrait voir de grosses explosions, pas tant à cause des pourcentages, mais donc à cause des difficultés que j'ai notées. À savoir que sur cette étape-là, le départ est quasi en côte, donc ça va être un départ hyper dynamique sur une étape très très courte d'à peine 139
kilomètres avant une étape inédite sur un tracé qui a été vraiment vraiment modifié de fond en comble, qui a même été raccourci, hein. De base, on était sur 145 km, finalement, on sera sur 129 km. Les deux petites ascensions qui étaient prévues au départ ont sauté pour avoir un départ en faux plat montant vers le col de la Porte. 6,9 km à 7%. Le pied est plutôt facile. C'est surtout en fait à partir du deuxième kilomètre qu'on a des gros pourcentages qui avoisinent grosso modo les 7,5-8%. Donc ça va être long, va falloir tout de suite se mettre dans le jus. Ensuite, il y a une très très longue descente. Pour le coup, là, il y a près de 30 km de descente slash faux plat descendant. Avant, le bouquet final, la côte de Châteauneuf-Villevieille, 6,7 km à presque 6,5%. C'est pareil, hein, là c'est plutôt régulier. C'est l'inverse finalement du col de la Porte où c'est le pied qui est plus difficile. Le sommet est plus roulant, mais il y aura de quoi fatiguer les organismes. Avant une petite descente, une remontée vers Apremont, non répertoriée, de 3,8 km à 4,1%. Une descente cette fois-ci technique, mais alors là vraiment technique, avec de nombreux freinages, de nombreux virages, pardon. Avant le gros morceau, pareil, hein, c'est de cette étape, la côte du Lingador, 3,3 km à 8,2%, des gros pourcentages, une ascension courte, mais très très irrégulière. On a un premier kilomètre 400 qui va être très difficile, des pourcentages qui peuvent monter jusqu'à 13%. Un petit replat et derrière à nouveau pour finir cette côte, des gros pourcentages où on a même un petit radar au milieu de 700 mètres à 11%. Il y a de quoi vraiment faire de grosses différences parce qu'on sera seulement à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Derrière, il y a une descente technique, encore une fois, pour faire des écarts. Avant un petit répé de chaud à l'entrée de Nice, 1,4 km à 4,5%. Si jamais il y a eu regroupement, si jamais il y a un petit groupe qui se dispute la victoire, ça pourrait donner le go à certains coureurs qui manqueraient de pointe de vitesse pour essayer de distancer leurs adversaires, puisque au sommet de ce petit répé de chaud là, il restera 8 km seulement avant d'arriver évidemment sur Nice pour finir cette jolie édition qu'on espère de Paris-Nice. Voilà, messieurs. Merci beaucoup, Matt. Effectivement, merci. Franchement, tu nous as fait une présentation hyper détaillée. Vous avez eu les profils à l'écran là, si vous nous suivez sur YouTube. Donc là, vous avez rien manqué du parcours. Vous connaissez un petit peu tout. Poppy, ton avis global sur ce tracé que Matt nous a présenté? Tracé intéressant, on l'a vu, pas forcément de grosses montées, hein. Il y en aura une sur l'étape 7 et puis le col de la Porte aussi sur l'étape 8. Mais sinon, globalement, on a vraiment un enchaînement de montées et je trouve que ça va être un Paris-Nice qui va se jouer, je pense, à l'usure sur un début de saison. Voilà, la saison a débuté depuis la fin du mois de janvier. Donc, on a un Paris-Nice pour moi là, qui va vraiment se jouer à l'usure avec des étapes où il va falloir être bien placé, hein. Matt l'a dit, il y aura le vent qui va aussi rentrer en cause, des étapes qui se ressemblent pas du tout, entre voilà, l'étape 6 où on sort de deux étapes extrêmement punchy où à mon avis le lactique va montrer très très fort et puis une étape 7 avec simplement une montée sèche de pratiquement 50 bornes. Et puis ensuite l'étape 8 qui elle proposera plus un enchaînement des trois dernières étapes. Voilà, je trouve que c'est un Paris-Nice qui est vraiment très complet, vraiment très intéressant. Difficile de dégager vraiment le favori numéro 1. Alors oui, on va en parler juste après, donc je vais rien dire, mais je trouve que voilà, c'est un Paris-Nice qui laisse beaucoup d'opportunités à beaucoup de coureurs. Et c'est très intéressant d'avoir vraiment un profil où on a un regroupement de vraiment beaucoup de choses. Et on a quand même, sur ce Paris-Nice, globalement, hein, toutes les étapes, hormis l'étape 2 peut-être, mais toutes les étapes vont avoir un rôle primordial dans la victoire finale. Donc ça va être un Paris-Nice à très haute intensité. Ouais, je te donnerai la parole après, Matt. Pour moi, franchement, c'est un parcours parfait. C'est probablement un des plus beaux parcours de Paris-Nice que j'ai jamais vu.
Il y en a pour tout le monde, il y en a pour du suspense, il y a enfin, tout a été bien tracé, je trouve. Alors effectivement, voilà, il y a pas de montagne, il y a pas de vraie montagne, mais en même temps, bon, la vraie montagne sur Paris-Nice, ça a souvent fait flop. Il y a malgré tout cette étape d'Oron pour les grimpeurs, même si on a vu que l'année dernière, Mats Pedersen avait quasiment devancé tous les grimpeurs à Oron, donc tout dépendra aussi des conditions climatiques, mais je trouve que voilà, il y a les étapes là, par exemple, 4 et les étapes 4 et 5 là, qui arrivent au sommet du Chon et de Colombier-le-Vieux, bah voilà, ce sont des masterclass d'étapes pour grimpeurs punchers. Je pense que ça va être vraiment super. Et puis voilà, même les étapes un petit peu de transition, comme l'étape de Apt ou la première étape, tout simplement, c'est des étapes, encore une fois, où ça laisse de la chance à plein de coureurs, à des baroudeurs qui pourraient anticiper les côtes, à des sprinteurs qui s'accrochent, tout simplement même à des grimpeurs qui essaieraient d'y sortir, à des attaquants. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime dans le cyclisme, je le dis souvent, c'est que beaucoup de coureurs et leur mot à dire sur ce parcours. Et voilà, je le trouve vraiment très très sympa. Je le trouve dynamique en fait. Voilà, il n'y a pas une seule étape où on se dit ouais, à Oron c'est la grosse montée, mais en même temps c'est pas non plus un col. Voilà, et c'est le seul col de la journée, donc c'est pas non plus une étape. On a bien vu l'année dernière, les favoris ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup voilà disputés dans Oron, donc voilà. Et puis la dernière étape sur Nice également très très sympa. Il faudra pas attendre le dernier moment parce que comme on le voit, les 20 derniers kilomètres ils sont quasi dénués de difficultés. Il y a un enchaînement de cols, voilà. Le limite le plus long et le plus dur c'est le col de Porte, il est très loin de l'arrivée, donc il y aura des tactiques à mettre en place. Ouais, enfin voilà, je vais donner la parole à Matt, mais moi franchement c'est une masterclass de parcours. Rien que le parcours, sans parler de la start list, ça me hype déjà beaucoup. Ah bah moi je vais vous rejoindre tous les deux, hein. Ce qui fait la réussite, c'est que en seulement 8 étapes, ils ont réussi à donner à boire et à manger pour tous les types du coureur. Pour les baroudeurs, pour les gaziers, pour les punchers, pour les grimpeurs, pour les sprinteurs, même pour les rouleurs en fait, s'ils veulent se faire plaisir. Il y en a pour tout le monde. Comme l'a très bien dit Poppy, aucune étape ne se ressemble, c'est très bien tracé. On a à chaque fois des finaux d'étapes qui sont différents, un peu punchy, un peu plus grimpeur, en descente, course de côte. Et c'est bien pensé parce que subtilement, il y a de quoi faire des écarts, mais sans trop en faire non plus pour garder quand même un pur suspense jusqu'à la 8e étape au cas où les grimpeurs ne se disputent pas tellement, encore une fois, la victoire au sommet d'Oron, même si je pense que cette fois-ci ce sera plus le cas, contrairement à l'année dernière. Mais ouais, clairement, là, c'est une grosse réussite. En tout cas, on dit souvent que les coureurs, c'est eux qui font la course. Là, ils ont un terrain de jeu pour très bien s'amuser. Et bon, moi, ça me va, par exemple, la montée vers Oron, parce que ça reste Paris-Nice. On est dans l'esprit de Paris-Nice. Ça n'a jamais été trop une course vraiment réputée haute montagne. C'est vraiment une course pour les hommes forts en moyenne montagne, ceux qui sont très punchy, ceux qui sont très endurants. Et ouais, moi je trouve ça bien pensé parce que c'est peut-être la première fois de l'année où les coureurs vont devoir être finalement, c'est assez rare parce on est qu'en début mars, les coureurs vont devoir être en forme de la première à la 8e étape. Donc on risque d'assister à des défaillances assez légendaires. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, un parcours qui va laisser la part belle aux audacieux et finalement à une course de suspense, hein, et une course qui va être très très difficile à pronostiquer et c'est le jeu qu'on va faire maintenant. Alors je rappelle un petit peu les partants parce qu'il y a quand même du très très beau monde, même si des grands coureurs comme Pogacar, Remco, Del Toro, voilà, ou Paul Sixas, voilà, sont pas sur la course parce qu'ils sont sur l'Estrade Bianche, mais il y a quand même une start list de folie. Juan Ayuso, récent vainqueur du Tour de l'Algarve, Ivan Romeo, vainqueur de la Ruta del Sol, Joao Almeida qu'on ne présente plus, vainqueur de 3 courses par étape pour le Tour l'année dernière, Lenny Martinez, vainqueur l'an dernier sur Paris-Nice. Du côté de la Red Bull Bora, il y aura un duo Daniel Felipe Martinez qui a montré des bonnes choses depuis le début d'année avec Alexander Vlasov. Un Valentin Paré-Pin sera présent pour la Soudal. Il y aura également Max Poole. Évidemment, et on va en parler, Jonas Vingegaard qui vient avec son armada pour peut-être enfin décrocher un Paris-Nice. Voilà, il y aura des super coureurs. Terrada qui était très fort, qui était très très fort l'année dernière. Donc voilà, il y a quand même du très très beau monde. J'oublie peut-être des coureurs. Et puis voilà, j'oubliais forcément le trident de l'équipe Ineos Grenadier, Oscar Only, Carlos Rodriguez et Kevin Vauquelin. Donc il y a quand même une start list hyper dense au départ de ce Paris-Nice. Au vu du profil,
au vu du profil de ce Paris-Nice, Poppy, je vais te laisser commencer. Est-ce que pour toi, on va être sur une course qui va être ultra disputée et sur lequel on va avoir du mal à pronostiquer un vainqueur, ou est-ce que toi, il y a quand même un nom, là, tu te dis, ah ouais, vu le parcours, avec ce chrono par équipe, avec ses boss, voilà, je me dis, non, mais lui, ça va être difficile que ça lui échappe. Non, je vois pas de gros favoris sur ce parcours-là. Je vois vraiment une flopée de coureurs qui, en fait, ont tout à gagner, mais autant tout à perdre. On l'a dit, un parcours qui est super bien tracé, on va pas revenir là-dessus, mais tu vois, pour moi, il y a vraiment le fait que les 8 étapes soient ultra importantes fait que tu ne peux pas passer à côté d'une étape. Enfin, ça peut vraiment te coûter la victoire sur ce Paris-Nice. Ça peut te mettre en deçà et derrière t'enlever tous tes espoirs. Donc, pour moi, même un coureur comme Vingegaard n'est absolument pas favori là-dessus. C'est pas forcément un coureur. Moi, je trouve que Vingegaard n'est pas forcément un coureur qui est ultra punchy non plus. On l'a vu sur des classiques, il n'est pas forcément avec du répondant. C'est sa première course de la saison aussi. Il va surtout faire face à des coureurs qui sont en forme, avec ce parcours-là, ont aussi l'idée en tête de se dire que ce Paris-Nice est potentiellement gagnable, hein. Je pense à des mecs comme voilà, Kevin Vauquelin, Oscar Only, Lenny Martinez aussi, hein, faut pas oublier, ou même des mecs comme Almeida, ou encore Ayuso. Mais pour moi, va y vraiment y avoir une très belle bataille entre tous ces hommes-là, et je vois pas vraiment. Enfin, j'ai du mal à avoir l'idée qu'il y ait un favori qui se dégage. Pour moi, il y a plusieurs hommes capables d'aller chercher la victoire au bout de ces 8 étapes. Et par contre, je vais aller un peu te chercher, mais si toi, personnellement, tu dois dégager un nom, ce serait qui et pourquoi? Si tu dis lui, Bah, quand même, voilà, c'est sur lui que je miserais, quoi. pour moi, ça serait plus un mec comme Ayuso, Ouais. qui est dans une nouvelle équipe. On a vu que ça fonctionnait bien avec la Lidl Trek. Très punchy aussi. C'est un très bon rouleur également. L'équipe Ineos emmène une belle équipe aussi, mais voilà, j'ai peur que l'équipe Ineos passe un petit peu à côté malheureusement. Pour moi, Vauquelin, Only et Rodriguez, c'est des moins bons rouleurs aussi qu'Ayuso, des moins bons punchers, même si voilà, Vauquelin, très bonne qualité de punch, je lui enlève pas. Mais il y a pas que le punch dans ce Paris-Nice là, hein. Il y a aussi des montées assez épuisantes, hein. Ne pas sous-estimer le col de porte dans l'étape 8, hein, vraiment. Après avoir fait cette étape vraiment difficile. Et malheureusement, moi, Jonas Vingegaard, bah, je le vois vraiment pas forcément en peine, mais je l'attends vraiment pas. Enfin, j'ai du mal à le voir performant sur ce Paris-Nice. Voilà, pour moi, il y a des mecs, hein, les noms que j'ai cités, pour moi, Vauquelin, Only, Ayuso, même Almeida et peut-être même Martinez. Pour moi, c'est des gars qui peuvent être devant Vingegaard à la fin de Paris-Nice. Donc voilà, mais si je devrais dégager peut-être un nom, ça serait plus Ayuso au vu de ce qu'on a pu avoir en début de saison, de la dynamique de l'équipe de Lidl Trek et puis aussi bah voilà les envies de d'Ayuso, hein. Il a l'air de vraiment bien être intégré, et être à l'aise dans cette équipe-là. Donc voilà, avec le parcours, moi je trouve que ça peut vraiment lui convenir et je le vois bien triompher à la fin de cette semaine. Matt, de ton côté, est-ce que tu identifies un ou deux mecs qui pour toi vont se jouer la victoire? Moi, j'en ai un qui est au-dessus des autres. Par rapport à l'état de forme et par rapport au parcours, c'est Juan Ayuso. Je pense que le parcours, il- mais il doit rêver d'un parcours pareil sur toutes les courses qu'il dispute. Le chrono par équipe va être très important. Il a une armada, mais il a une armada avec lui. Il a du pur rouleur quand le train Skuins, Matthias Vacek et Soren Kragh Andersen vont le lancer à pleine balle avec Ah Mathias oui, c'est le Kelmose. chrono, c'est comme Voilà, sur le Tour de France, on est d'accord, hein, c'est les tout temps à pris fait, comme ils font tout à depuis des fait. années sur Paris. Ok, ok. Ouais, donc je pense que ça va être très important et ça va beaucoup jouer. Il y a des effectifs qui viennent avec des effectifs plus faibles pour rouler. Le seul là avec les starters qu'on a qui est peut-être aussi fort que la Lidl Trek, c'est la Visma Leasebike qui vient avec une armada de rouleurs. C'est assez flippant. Après, Ayuso, bah, en termes de punch, il nous l'a montré en Algarve. Certes, il perd face à Paul Sexas, mais c'est une histoire de placement aussi. Parce que quand il va chercher sa victoire, il rappelle à tout le monde que c'est bien lui le patron. C'est un excellent puncher. Grimpeur, on ne le présente plus, Juan Ayuso. Excellent rouleur. Sur les montées très très sèches avec des gros pourcentages, il est très très fort. Il va être bien entouré. Pour moi, c'est lui qui se dégage un petit peu devant les autres. Et puis bah il arrive en pleine bourre, hein. Il arrive
en pleine confiance. Donc je pense que il faut pas sous-estimer. Moi j'ai un peu cassé ce qu'a dit Poppy. Je vais pas sous-estimer non plus Jonas Vingegaard parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire ouais mais c'est sa première course, machin chouette et tout. Bah Paul Sexas c'était sa première course par exemple Oui, en Algarve et ce qu'il a fait c'était très choquant. Remco quand il revient à Valence c'était quasiment sa première course par étape. Et c'est très choquant. Je pense que Vingegaard a légèrement déplacé sa reprise, mais en fait, il arrive avec un tel effectif. Je pense qu'il sera peut-être pas forcément à son aise, plus sur, par exemple, la première étape. Le reste, sur les forts pourcentages, Vingegaard, il a énormément travaillé son punch. C'est toujours pas un mec des classiques, mais moi, je me souviens sur le Tour de France, rien que l'année dernière, quand il y a Poga dans les rues de Rouen qui met un démarrage, mais c'est atomique, bah, le seul à le suivre, c'est Vingegaard. C'est le seul à le suivre. Donc, alors, il tient presque quasi jusqu'au sommet au final. Donc, non, je pense que Vingegaard, le parcours peut lui convenir. Mais bon, je vois vraiment Ayuso quand même au-dessus par rapport à la confiance, l'état de forme. Et puis, chaque étape quasiment lui convient à Ayuso. C'est flagrant. Ouais, ouais, c'est compliqué. Pour moi, je vais vous donner mon avis, mon gagnant. Si je dois miser sur un coureur, pour moi, ce sera Oscar Only. Et je vais me dédire un peu de ce que j'ai dit dans l'émission de prédiction, où j'ai dit que la porte était ouverte à Kevin Vauquelin. Alors déjà, à ce moment-là, Jonas Vingegaard devait faire l'UAE Tour et ne devait pas faire Paris-Nice. Hein. Donc bon, voilà, Jonas Vingegaard, mine de rien, à très haut niveau, ça va quand même faire assez mal et ça va rendre la course difficile. Mais moi, c'est surtout, j'ai vu le niveau d'un Oscar Only qui était à une demi-roue de taper Juan Ayuso sur la dernière étape de l'Algarve. Il est monté en puissance. Alors, pour moi, le premier rendez-vous, hein, au-delà des deux premières étapes, ça va être le contre-la-montre par équipe. Et là, franchement, comme tu dis, la Lidl Trek, alors, c'est une bonne Lidl Trek, hein, mais Skuins, Kamna, Krag Andersen sur les contre-la-montre, c'est plus le Krag Andersen d'il y a 5 ans. J'ai un j'ai un petit doute. Ils seront là. Est-ce que ça va permettre à Juan Ayuso de prendre l'avantage sur ses adversaires? À côté, tu as quand même une Visma qui est au moins aussi forte, hein, Affini, Armirail, Campenarts pour emmener Jonas Vingegaard sur le chrono. Pour moi, c'est au moins équivalent. Et la Ineos, un mec comme Dorian Godon sur un chrono par équipe, ça peut aller très loin. En tout cas, ça peut bien aider le collectif. Kevin Vauquelin, on sait que c'est un super bon roller. À mon avis, il n'est pas encore dans la start list, mais on va amener des mecs comme Watson, qui est parfait pour un chrono par équipe, Tobias Foss ou comment il s'appelle, Joshua Tarling. Si l'équipe Ineos vient avec une équipe aussi complète, et je vois pas pourquoi il le ferait pas. Pour moi, j'ai du mal à départager. Les trois équipes vont faire en sorte que les leaders vont avoir du mal à se départager sur le chrono par équipe qui est quand même pas très long. Donc j'ai du mal à avoir une équipe dominante. C'est ça qui est un peu problématique. C'est ça qui est trop bien aussi. Hein. C'est que j'ai du mal à avoir une équipe écraser ce chrono. Et ensuite, quand je regarde les start lists, je me dis quand même cette doublette, même cette triplette Ineos. Alors Carlos Rodriguez pour moi a aucune chance de gagner ce Paris-Nice qui est beaucoup trop punchy pour son profil. Mais par contre, il peut rester dans le jeu et ça peut mener à des situations où finalement, avec des étapes un petit peu ouvertes qu'on va avoir, la Ineos va pouvoir profiter un peu de cette triplette. Là où en Juan Ayuso, il y a quand même l'interrogation, est-ce qu'un Mathias Kelmose va accepter de rouler pour lui? Moi, franchement, j'en suis pas si sûr vu le drama que ça a causé à l'hiver. Donc j'attends de voir. Et puis Jonas Vingegaard, pour l'instant, je vois pas non plus de grands grimpeurs l'accompagner. Alors dans la start list, il y en aura peut-être, mais je pense que dès que ça va être compliqué, il va être un petit peu plus isolé. Là où je pense que Only est moins fort dans le chrono, mais il va bénéficier de la puissance de l'équipe Ineos via le chrono par équipe, et qu'ensuite il est au même niveau, hein, et on l'a vu sur le Tour de France l'année dernière à Mur de Bretagne, il est troisième derrière le duo de Fou Furieux. Enfin, en montagne, il les accroche quasi jusqu'au bout sur le col de la Loze, donc il est très très fort. Il est bien monté en puissance sur l'Algarve, donc voilà, encore une fois, c'est ça qui est chouette, c'est que j'ai aucune certitude dans mon prono, mais si je dois imaginer un scénario de course, c'est celui-là que je prends, et Oscar Only me paraît quand même un nom très très, voilà, avec des attaques de Kevin Vauquelin sur lesquelles Ayuso doit rouler, Vingegaard doit rouler, Only peut contrer avec son punch, donc je vais partir là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Matt. Only, c'est mon troisième larron. Donc, je te confirme. En fait, moi, sur mon podium,
bon, je vais un peu spoiler, mais voilà, moi j'avais Ayuso qui est quand même un petit peu devant et j'avais Only qui est vraiment pas loin derrière parce que effectivement, Ineos, il y a aussi, effectivement, on n'a que quatre noms, mais je le vois très bien venir, le Tobias Foss, Tarling et, Et Watson. et Watson, parce que par exemple, Watson, c'est typiquement un mec, mais c'est parfait, Ah un bah, gars il comme clash lui, à 3 kilomètres de l'arrivée en donnant voilà, avec des relances c'est spécialistes des ça. prologues, ça Donc, peut faire mal. Ineos, ouais, Ineos, et puis. Moi, il y a un truc Ineos sur Paris-Nice, c'est une équipe qui va arriver en confiance sur Paris-Nice. L'année dernière, ils avaient réalisé un Paris-Nice qui était super. C'était le renouveau d'Ineos, où on s'était réattaché vraiment à cette équipe. Et puis, enfin, le trident, effectivement, Only, Rodriguez, Vauclin, juste sur le papier, est terrifiant parce que, en plus, et ça, tu l'as très bien souligné, c'est ce qui peut éventuellement desservir Ayuso, c'est que dans la Lidl Trek, il n'y a pas forcément. C'est là où moi j'ai quelques petites interrogations. Par contre, c'est vers Oron qui va accompagner Ayuso. Parce que bah, malheureusement, les Darn Kemna, bah, depuis sa terrible chute, est complètement finito. Vraiment, c'est très difficile, mais c'est bien normal. Et puis, Skelmose, enfin son tempérament, Skelmose, je vois pas un monde où Skelmose, à moins de se faire insulter par la voiture de la direction sportive, rouler pour Ayuso, alors qu'Ineos, ils vont rouler ensemble, ils vont être intelligents là-dessus. Donc, c'est ce qui peut desservir la Lidl Trek. Poppy, ton avis sur tout ce qu'on se dit? On verra comment va bosser Mathias Calmos. Mais après, je me dis, franchement, Ayuso, il peut vraiment faire le taf tout seul, hein. Clairement, tu vois, je le vois bien. Enfin, c'est vraiment le genre de coureur qui peut prendre les roues, attendre que ça se passe et que ça se décante. Et voilà, quand tu as une équipe Ineos qui aura envie de jouer la gagne et qui aura bah, Rodriguez, Vauclin et Only en rampe de lancement, enfin, en tout cas, Rodriguez et Vauclin en rampe de lancement pour Only, c'est pas dit qu'un mec comme Ayuso se cale dans la roue d'Only, il attaque juste après, hein. Clairement, on va s'attendre à ça. Même la UAE, hein. C'est l'équipe qui bosse très très bien ensemble aussi autour de, je pense que On ça va en sera parler, Almeida, après, autour le cas d'Almeida, Almeida. mais voilà, ce sera pour moi, il y aura d'autres équipes qui vont faire le travail dans les monts. Et Ayuso, moi, pour moi, même s'il n'a pas d'allié avec lui, en tout cas pas de coéquipier qui travaille pour lui, je pense pas qu'il ait forcément besoin de ça pour aller gagner ce Paris-Nice. En tout cas, je pense qu'il peut. Ça va être sur le chrono ou voilà, va falloir voir comment on va bosser la Lidl Trek, mais clairement, Faudra juste voir vers Oron parce que c'est une ascension où tu es oui, quand même pris au vent. oui, oui. Même s'il se cale dans les roues, c'est quand même. Et même sur la dernière étape, combien de coureurs on a C'est vu ça, se c'est faire la piéger dernière sur la étape, hein. dernière étape? En fait, sur la dernière étape, à tout moment, il peut se faire piéger et bah, si t'as pas d'équipiers qui sont solides, bah, tu perds 3 minutes et puis tu finis huitième du général. Donc moi, c'est surtout ça qui me fait peur en fait pour Ayuso parce que aussi fort soit-il, Ayuso s'est déjà fait piéger par jeu d'équipe sur des courses par étape d'une semaine. Ouais, mais tu Donc penses que s'il est leader à la veille de la septième étape ou de la huitième, tu penses vraiment que l'équipe Lidl Trek ne veut pas travailler pour lui? alors peut-être que l'équipe Lidl Trek va travailler pour lui, mais à l'instant T, à date, le seul qui peut tenir dans une étape à ses côtés, c'est Mathias Kelmose. Il n'y a pas de coureur. À la limite, si Vacek, il a une forme de dingue, pourquoi pas, mais Vacek, il prépare les Flandriennes, donc je le vois mal non plus se cramer. Ouais, moi, Skelmose, c'est Juan Ayuso, mais en danois. Ce mec a un tempérament, c'est limite si la Lidl Trek pour lui, c'est son équipe. Donc, il l'a clairement fait comprendre cet hiver. Déjà, il a pas trop aimé qu'Ayuso soit aligné avec lui sur Paris-Nice. Donc, bon, à Après, ils sont voir. alignés Après, ensemble sur le Pays Basque et sur toutes les Ardennaises. Bah, c'est ça le ouais, problème donc aussi de la Lidl Trek, c'est que une bah, fois qu'il y en a un qui a pris l'ascendant, bah voilà, l'autre va devoir bosser pour lui. Donc, mais est-ce après, que on n'est pas dans la si, tête des coureurs. oui, oui, Mais est-ce que le trio Vingegaard, Ayuso, Only vous paraît imbattable sur le papier, ou est-ce qu'il y a un coureur selon vous qui est autre que ces trois-là qui à la pédale peut gagner ce Paris-Nice, Poppy? C'est évidemment, faut avoir parlé de Almeida, hein, Ah je oui, oui, pense, quand même, c'est un peu ça que je voulais dire. Est-ce que qui Joe arrive Almeida avec. peut réellement gagner ce Paris-Nice? Quand tu vois le profil, quand tu vois qu'il y a un chrono par Ah ouais, équipe. moi je pense que euh, oui, parce qu'il est ok. il est dans l'équipe UAE, en Ah oui, mais oui, en fait. bah. fait, il a tellement des, en fait, c'est pas le mec le plus punchy du monde, mais il C'est est bon, capable de sortir des watts. C'est ouais. n'importe quoi. Souvenez-vous, Paris-Nice, la victoire l'année dernière, rien que l'année dernière, sur la loge des gardes,
la manière dont il remonte tout le monde juste en mettant je sais pas combien de watts sur ses pédales alors qu'il fallait du punch pour finir et il dépasse Vingegaard, Skelmose et Martinez alors qu'il était même largué par Lipovic de base. Donc il faut faire attention. En fait, Almeida, c'est toujours le gars où on dit ah il manque de punch, mais en fait non seulement c'est pas forcément vrai, puisqu'il a travaillé son punch, et en fait, c'est une machine à watts, ce type. Donc il est capable de tenir. Par Alors, contre, c'est le chrono par équipe qui est inquiétant pour la D'une, UAE. Là, Ouais. c'est pas tout de tenir, mais il faut pouvoir lâcher tes adversaires. Euh, je sais pas, franchement, je vois pas pourquoi d'un coup les mecs auraient stagné et tous les autres depuis le Tour d'Algarve et Almeida lui aurait pris deux paliers, donc il était quand même parmi les meilleurs autour d'Algarve, quasi au niveau des tout meilleurs, mais un petit peu inférieur. Voilà, il a été moins fort qu'Ayuso sur les deux. En fait, le Tour d'Algarve, pour moi, dans les difficultés qu'il a représentées, ressemble beaucoup à ce Paris-Nice. C'est pour ça que ouais, j'ai du mal. En fait, Almeida sera là. Il sera toujours parmi les trois quatre meilleurs. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il sera vraiment en capacité de lâcher ses adversaires? Parce que c'est là le doute. Et quand on regarde le chrono par équipe, alors pour l'instant, la liste, c'est Solaire, Sivakov, Almeida, Arrieta. Je pense que vu le pétrin dans lequel il s'est mis, Marc Solaire, je pense qu'il va vite sauter de la start list. Derrière, j'ai du mal à voir une. Alors, il faut peut-être. Voilà, tout va dépendre de la venue ou pas d'un Brandon McNulty, mais on sait déjà que Pogacar, Del Toro seront pas là. UAE, ça peut vite prendre un peu de retard sur le chrono par équipe. Est-ce que un Almeida, j'ai pas de doute moi qu'un Almeida en avance au classement général, il peut, il peut tenir, mais un Almeida qui aurait pris du retard sur le classement général, Poppy, c'est quand même dur de se dire il va faire exploser tout le monde dans les ascensions de Paris-Nice. On sait que c'est un mauvais descendeur, la dernière étape de Paris-Nice, ça monte et ça descend. C'est pas un peu compliqué pour lui quand même sur ce profil-là? C'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pas le coureur qui a le meilleur profil pour cette course-là, mais Almeida, il y a deux choses pour moi qui le rendent très fort. La première, je l'ai dit, c'est qu'il est dans l'équipe du AE, qui est une très bonne équipe depuis le début de saison, qui marche très très bien, qui sait Ça, travailler ensemble, etc. on te contestera pas Oui, ça. et j'imagine. En plus, qui amène des gars d'expérience, hein, Sivakov, Marc Soler, c'est des très bons lieutenants. Et puis la deuxième chose, c'est qu'Almeida, pour moi, c'est un coureur qui gère extrêmement bien et qui lisse extrêmement bien ses efforts. Et pour moi, c'est un coureur qui va pas exploser dans les montées. Enfin, il peut peut-être exploser au début de la montée, mais il reviendra forcément au train. Et comme a dit Matt, il développe des watts. C'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Mais oui, c'est clair que c'est pas du tout le meilleur puncher. Après, Almeida, même si c'est pas le meilleur puncher, il peut toujours finir voilà, 2-3 secondes derrière les types après la dernière attaque. Enfin, on sait jamais comment ça peut se passer. Donc, c'est évidemment un concurrent très sérieux, même s'il n'a pas le profil pour et que potentiellement sur le chrono, l'équipe UAE est peut-être un peu moins forte que certaines équipes. Mais mine de rien, Joao Almeida, il faut pas l'oublier non plus. Il faut vraiment faire attention à ce gars-là. C'est un coureur qui est très malin. Un coureur qui sait exactement comment il faut se placer, comment il faut attaquer et comment il faut agir dans les moments un peu sous pression. Donc voilà, clairement, Almeida, il va falloir quand même le surveiller parce il peut jouer un très gros coup s'il est en forme. en fait, il y a un problème avec UAE, c'est que comme là, leur gros objectif de mars, c'est Tirreno avec Del Toro, évidemment le doublé Stradé, Milan-San Remo, puis les Flandriennes à venir. Il y a un gros contingent de l'équipe qui est aussi un contingent de gros rouleurs qui va être mobilisé sur ces courses-là. Donc pour Ouais, accompagner Almeida, il reste on beaucoup de monde, hein. peut pas compter sur un Baroncini blessé, on peut pas compter sur un Michael Bier qui est toujours blessé. Jevain, on sait pas encore là tout de suite s'il va être remis tout juste pour ces Mm. courses-là. Et après, il y a des coureurs, ben, tu peux pas les envoyer partout. Julius Johansen, il a déjà 158 jours de course. Il y a des coureurs, tu peux pas les envoyer comme des Jan Christen parce que lui, il va faire les courses en Italie. Donc, niveau rouleur, en fait, Ça me fait penser à et ce en qu'on plus, s'était tu dit il y a viens de 2 jours. perdre, par Je sais pas exemple, si un tu t'en Tim souviens, Wellens. sur la Donc, loi Madelin. Ouais. en fait, c'est paradoxalement une équipe qui est immense, mais qui a très peu de. Qui a pas une équipe vraiment alignée de gros rouleurs. Donc, à moins d'amener un McNulty, d'envoyer au charbon encore une fois un Julius Johansen, pourquoi pas un Rune Ergots, mais encore une fois, je suis pas sûr parce que ce genre de mec-là, c'est des gars qui préparent les Flandriennes. Ça va être tendu là pour UAE de pas perdre, bah, je sais pas, par exemple 45 secondes sur le chrono qui serait bah,
peut-être déjà rédhibitoire pour la gagne finale. Ouais. Ouais, et puis Almeida, ça lui convient pas, je trouve. Enfin, on regarde Paris-Nice les dernières, il était ultra fort, il tape Vingegaard à la loge des gardes. Puis en fait, les jours d'après, il s'effondre, hein. Il est complètement à l'agonie pour Ouais. finir le Paris-Nice. C'est aussi une course où il va sûrement y avoir les conditions climatiques compliquées. Donc voilà, moi j'ai du mal à y croire. Évidemment, il va me donner tort et il va exploser la course, mais j'ai quand même du mal à voir un scénario. Almeida, pour moi, c'est quand même un coureur qui est plus fort dans les cols plutôt longs, dans les courses un peu plus limpides finalement. Donc écoutez, on verra. Je pense qu'on a bien fait le point un peu sur ceux qui vont se jouer la gagne. Si ça vous va, il y a plein de coureurs encore dont on va parler. Je vous propose de les aborder sous forme de Fire Bullet, si ça vous va. Allez, on y va. Carrément. Alors, eh ben écoutez, alors j'ai annoncé dans les pronos que Kevin Vauquelin pouvait très fortement gagner ce Paris-Nice. Est-ce qu'il y a un monde où il peut remporter, selon vous, et Poppy, je vais te laisser commencer, où il peut remporter ce Paris-Nice? Ouais, clairement, il y a un monde, hein. Il suffit qu'Oscar Hanley ait une défaillance. Et bah, pour moi, c'est Vauquelin le numéro 2 chez Ineos. Donc, clairement, oui, il y a un monde où Vauquelin peut aller gagner ce Paris-Nice. Matt? Il faudrait compter sur une irrégularité de Oscar Only qui, autant te dire, est peut-être l'un des coureurs les plus Ah réguliers oui, du je sais. peloton ces 2 dernières années. Et puis, c'est pas, moi j'adore Kevin Vauquelin, mais il y a quand même une petite classe d'écart en termes de je pense en termes de course par étape, même si Kevin Vauquelin pourrait potentiellement la gagner, mais je Le pense que c'est profil quand lui même correspond bien, hein. Oscar, lui correspond très bien. Mais Oscar Only coche plus cette case quand même de grimpeur. Donc par exemple sur l'étape 7, Oscar Only peut mieux tenir Oui. qu'un Et Kevin puis, il a plus de Vauquelin. fiabilité, je trouve, que Kevin Vauquelin. Mais par contre, il n'y a pas Oscar Only, mais Kevin Vauquelin, c'est un contender au podium et pas qu'un peu, hein. Mais, Mais bon, Oscar mais Only, il joue la gagne. est-ce que est-ce qu'il ne peut pas profiter de ça comme c'est sur la dernière étape de l'Algarve que du coup Ayuso a plus beaucoup d'équipiers, que Vauquelin il anticipe, bon finalement ils se font reprendre, voilà, mais est-ce qu'il peut pas aussi jouer un petit peu sur ce côté un peu, enfin je pense aussi que Kevin Vauquelin sera moins fort à la pédale qu'Oscar qu'Ayuso, etc. Mais est-ce que lui, il va pas plutôt, je pense à la dernière étape notamment, est-ce qu'il peut pas bénéficier d'une course où Vauquelin il part devant et finalement t'as Ayuso derrière qui a plus personne pour rouler, qui doit rouler, mais en même temps t'es Only dans la roue. Donc bon bah Only dans la roue, j'ai pas envie non plus de l'amener sinon il va me contrer. Et puis devant il y a Carlos Rodriguez en éclaireur qui va aider Vauquelin. On peut pas voir un peu un scénario comme ça. Moi, je me dis qu'il y a un monde peut-être où ça peut arriver. Kevin Vauquelin serait plutôt en mode je gère, j'essaye de perdre le moins de temps possible dans les étapes d'avant, même si je suis très punchy, que j'en perdrai peu. Et puis de tenter des coups tactiques comme l'a fait Ineos l'année dernière, puisque Sheffield avait gagné 3 places, hein, l'année dernière dans la dernière étape qu'il remporte. Il finit troisième du classement général. On peut imaginer ce scénario ou non, ça vous semble trop tiré par les cheveux? Bah moi c'est ce que j'évoquais comme crainte pour Lidl Trek. Donc moi c'est un scénario que j'envisage totalement. Et il faut qu'Ineos reste placé avec un Carlos Rodriguez typiquement 8-9e, un Vauquelin qui est 5e pas loin du podium et un Oscar Only qui serait 2e. Alors Clairement. là, bon courage pour la Lidl Trek pour contrôler tout ce bazar. À moins que la Visma nous fasse évidemment sa spéciale de vous inquiétez pas les gars, on contrôle tout. On va rouler du début jusqu'à la fin. Est-ce que le chrono par équipe va malheureusement dans tous les cas mettre Lenny Martinez hors jeu pour jouer le classement général? Malheureusement, la Bahreïn, c'est quand même très très Parce que faible, hein. l'année dernière, Ouais, y a finalement, rien. c'était un peu une équipe dans le même genre. Et puis Martinez, avant qu'il ait. Je crois que sa défaillance, c'est sur l'étape. Il fait hyper froid, là, toute plate. Mais on se disait, il peut finir sur le podium. Est-ce que pour vous, là, c'est. Non, c'est. Alors oui, effectivement, je crois qu'il aura Alex Egart. Mais derrière, voilà, je pense qu'il va perdre beaucoup. Est-ce qu'il faut qu'il oublie dès le départ de Sparring cette idée ou ça peut rester dans le coin de sa tête? Faut lâcher prise, je pense. Faut lâcher Ah, prise. et Faut voir son fameux puis, chrono et après faut lâcher prise, hein. Faut aller jouer les étapes. Enfin, clairement, pour moi, ouais. Lenny Martinez, C'était ma question c'est. d'après, on est Ah d'accord, bah vas-y, dans vas-y. le dernier kilomètre Ouais, à 10% du signal du champ, Lenny Martinez, il va aller en Voilà. puncher, il va aller leur ouais, mettre par exemple. comme l'année dernière, Exactement cette étape-là. il va aller leur faire C'est pour mal, ça dans non? le parcours. Ah bah c'est pour ça dans le parcours, moi j'ai dit coucou Lenny Martinez, hein, parce que je le vois plus encore une fois jouer les étapes, jouer un peu les classic man que
le gars qui joue le classement général. Et puis de toute façon, j'ai l'impression qu'il prend plus de plaisir à faire ça. Donc, Donc pour vous, c'est à minima, il se doit de repartir avec une victoire d'étape. ouais. Ouais. Et puis Clairement, enfin être régulier vraiment du jour 1 au jour 8 sur une course par étape d'une semaine. Ce serait bien qu'il y arrive, mais qu'il lance vraiment sa saison de manière régulière. Il a très très bien commencé Ah, il est la chaud là quand saison, même, hein. mais ce serait bien qu'il soit vraiment régulier sur les courses par étapes d'une semaine. Pas qu'il y en ait une dans l'année où vraiment il performe. Par exemple, le Tour de Romandie l'année dernière, et sur le reste, il est plutôt fantomatique. Ce serait bien que là, il lance une dynamique, parce que bah, la Bahra, il ne va falloir quand même. Il a été recruté pour assumer un rôle de leader. Va falloir qu'il se bouge, parce que ça toque à la porte derrière. Tout à fait. Ivan Romeo, vainqueur de la Ruta del Sol, il va jouer classement général selon vous ou non, vaut mieux qu'il aille essayer de gagner une étape en baroudeur? Ouais, Ivan Romeo, ça reste quand même un baroudeur, hein. Il est Mm. pas. C'est plus un baroudeur rouleur quand même, Ivan Romeo. Ah bah il a gagné la Ruta del Sol devant Pidcock, devant Kristen. Ouais, alors grâce à, Oui, grâce à un oui. jeu d'échappée. Grâce à un Ouais, jeu bah enfin, d'échappée. personne n'a Après, su le reprendre, hein. oui, c'est vrai. Mais c'est Après, vrai que à après, il part grimpe bien, hein. finalement Il grimpe bien l'étape qui sur lui convient le le tour. mieux, Il c'est avait la toute été. dernière quoi. Ouais, ouais. Après, il est capable. En fait, il est capable de coups d'éclat, hein. Moi, je me souviens, l'année dernière, c'est pareil. Il nous avait fait le même coup sur le Critérium du Dauphiné. Euh, Moi, je sais pas s'ils vont vraiment. Je pense qu'ils vont jouer la carte Kian Brooks pour le mettre en confiance, hein. Ah ouais? Poppy, ouais, c'est ce que j'ai demandé à Otto Brooks, on y croit ou bon, bof. Bah Bon, moi, j'y moi, crois zéro, mais. moi non plus, j'y crois pas à Usain Brooks, hein. Je vois mal la Movistar essayer de le mettre en avance, hein. Je pense que ça va se voir dès l'étape 1 si Usain Brooks il est bon, il est dans le match ou pas, hein. Enfin, clairement, l'étape 1, et on va tous voir qu'au bout de la deuxième bosse, il est dans le dur et au final, il prend 3 minutes par tout le monde et c'est terminé, hein. Alors que Roméo, oui, pour moi, il est capable de s'accrocher un peu. Il est capable de s'accrocher un peu plus, mais après de là aller jouer au devant, je pense pas. Je pense qu'il va Un top 10, décrocher. par contre, c'est jouable. Un top Oui, 10, top 10 c'est c'est jouable, jouable non, pour non, Roméo. bien sûr. Mais je le vois plus, tu vois, céder du temps quand il faut pour pas être cramé. Et derrière, pourquoi pas essayer d'en grappiller dans la dernière étape, par exemple, tu vois. Plus un Ouais, la scénario Magnus comme ça pour Sheffield. lui. Ouais, Ouais, typiquement. Ouais, ouais. ça lui Je suis correspond assez bien, tu d'accord. vois. Et ben on verra ça. Alors les gars, on nous a reproché de pas en parler pendant le tour. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Du coup, je vais vous lancer et je vais laisser son premier fan en parler, c'est Poppy. Que va nous faire David Gaudu sur ce Paris-Nice, lui qui a terminé deuxième il y a 3 ans? Ah là 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 là, qui va nous faire David Godu? J'ai Est-ce que t'es bien. encore dans le train de David Gaudu ou pas? Bon, plus du tout. Ah, plus du tout. Ça y est, C'est dur d'être, tu c'est l'as dur laissé d'être sur dans le le bord de train la David route. Godu. Non, mais Le c'est train est dur d'être dans sorti le de la train gare. David Godu. C'est trop dur d'être dans le train David Godu. Enfin, déjà, même si la Groupama emmène Rémi Cavagna sur le chrono, je pense que ça va être désastreux. Et derrière, bah, David Godu, il a pas le punch des dernières années pour moi, hein. Il a plus ce punch là. Donc, non, non, pour moi, David Godu, ça va être, comme aime bien dire Matt, une anecdotique 50e place. Ah ouais. Ah carrément, non. Ah, je sais Alors, pas, je le vois moi, j'ai une vraiment take. pas. Ah, vas-y Moi, j'ai Matt. une take. En fait, justement, rappelons-nous sa victoire sur la Vuelta de l'an passé. C'est justement en petit filou et au punch. Bah, finalement, en fait, le parcours lui convient pas. Enfin, en fait, c'est plutôt pas mal quand même le parcours pour David Godu. Donc moi, je vous le dis, il finira pas 50e, il finira 14e. Très bien. Oh, c'est précis. Très bien. Voilà. Et ben moi, Non, je vais mais être plus un peu plus sérieusement, optimiste. plus Il Vraiment, sera sérieusement, il dans est le top capable 10, David de Gaudu, gagner vous une allez étape. voir. Il sera top David 10. Godu top Ah, 10. Mais Top moi, 10. ouais. je te dis, je suis même pas sûr que ce soit lui le leader. Voilà, je te le dis comme ça. Tu penses à Ewen Kostiou? Ah bah oui, bah Ewen Kostiou, il arrive en confiance et en plus, alors sur les résultats chiffrés, ça se voit pas forcément, mais le week-end qu'il fait à côté de Romain Grégoire en tant qu'équipier, d'ailleurs où il contribue amplement à la victoire de Romain Grégoire sur la Faune Drôme, il a été très 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 solide, hein. Donc il est en forme le petit Ewen Kostiou. Eh ben on verra ça. Bon, profil de la première étape, une étape qu'on va dire plutôt vallonnée, même si rien de compliqué pour les. Voilà, une étape qui peut se terminer au sprint d'un groupe qui serait pas entier, avec cette côte un peu difficile à une grosse dizaine de kilomètres de l'arrivée. On est d'accord, ça correspond très bien à une nouvelle victoire longtemps après sa première, parce que je me souviens que la première c'était, je crois, en 2015 de Michael Matthews sur un Paris-Nice.
Non. Non? Ah, très bien, ok. Bling, Matthews. Non, moi Non, ce je sera pense pas. pour moi c'est un autre vieux de la vieille Attends, je qui va cherche un autre s'imposer, vieux de la vieille. Un qui sprinter? vient de ouais, Ah, un espèce Trentin? de sprint. Matteo Trentin. Ouais, Pour ça moi, vient. alors, s'il passe C'est la vrai que bosse, ah c'est. mais Trentin, l'art du placement, la manière dont il est capable de sortir de je ne sais pas où, il peut gagner cette étape-là, surtout que il vient quand même avec une grosse équipe, hein, Rick Palmers et Michael Zaylard. Si jamais il est emmené par ces mecs-là, non, ça peut être. Pour moi, je vois plus lui qu'un Michael Matthews. Popito aussi, Matteo Trentin, Matthews. Enfin, c'est le genre de profil quand même qui peut remporter cette première étape. Ouais, parce que c'est punchy, Clairement. mais c'est pas assez long non plus pour complètement écrémer le peloton, donc ça peut être un sprint à genre 70. C'est un pot de Joe, quoi. Ouais, Ah, un c'est petit peu ça. plus pentu quand même. Et alors, Poppy, le lendemain, on a quand même la seule étape pour pur sprinter. Binyam Girma, il peut pas passer à côté vu la start list là. Non, pas Girmay, pas Girmay. Pas Bah, qui- clairement, qui Qui Ah, attention à euh, Milan Fretin. Ouais, ouais, bah oui, oui, mais Ouais. bon, après, Ah, c'est quand même, Cofidis, hein. Girmay, il fait un bon début de saison aussi, hein. On voit. Alors, la Avant, on peut toujours avoir des Cofidis, surprises. T'as aussi attention à la Van Cofidis den qui Der arrive qui est là, avec un hein. nouveau maillot. Ah, un nouveau Attention. maillot. Je viens de voir ça, un nouveau maillot. Il est Ils toujours arrivent aussi avec un moche, hein. nouveau maillot. Il est Bien toujours très Bien moche. droite. Mais le Il est rouge, moins moche qu'avant. oui, il est quand même moche. Et il est moins moche qu'avant. C'est quoi, j'accorde ça, mais c'est quand même une Mais grosse faute de goût. il vient Après, t'as avec un un. énorme train, par contre, Milan Bah, Fretin. Donc, Girmay aussi, hein. Chian, ouais, c'est vrai Lewisaski, qu'il. voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'il vient avec des mecs qui envoient d'autres mecs dans des barrières, Binyam Ça, Girmay. Donc, ça, après. c'est pas du jeu. C'est Mais pas du C'est jeu. la triche, non ça. mais Après, attention, non, il y a Casper Van Uden aussi, mais du Ouais, ouais. mais niveau bon, de. Non mais moi c'est j'ai quand dur même dans une l'impression les Putain, gars que Binyam Girmay quand j'ai vu comment il s'est fait lâcher là sur Kurn Bruxelles Kurn, on est vraiment un mec qui est devenu un pur sprinter quoi, il passe plus une seule bosse quoi. Pour moi ouais, la première ouais, étape par clairement. exemple, je lui donne aucune chance et la deuxième, j'ai quand même l'impression Clairement. que en termes de pointe de vitesse bon, y a pas grand monde hein, sur ce Paris-Nice, donc on va pas, voilà. Enfin voilà, les adversaires, vous les avez dit, hein, ce sera Fretin, ce sera Van Uden, Matthews, Trentin, mais franchement, Laurens Pitty peut-être qu'il peut venir jouer le sprint massif, mais bon, en tout cas, il y a une bonne chance pour un sprinter qui est pas un sprinter de Même premier rang Axel de Zinglet, hein. s'imposer, hein. Ouais, Emilien On l'a pas Janière. cité, Max. Emilien Janière, ouais. Et puis Axel Zinglet aussi. J'ai oublié complètement de le citer pour la première et deuxième étape. Mais Axel Zinglet, ça va vite aussi, donc à voir. Tout à fait. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait encore un coureur dont vous vouliez parler ou on a bien fait le tour de la start list? Je pense que c'est pas mal. Moi, j'ai une Ah, petite inquiétude sur la Décathlon CMA CGM. Je ne sais pas avec qui ils comptent venir. Ah bah, ce sera tout autour d'Aurélien Parapente, il me semble, non, parce que c'est pas. Félix Gall est sur Tirreno, il me je pense semble. aussi, ouais. T'amènes Ouais, Danoulo et Stéphane Bisseguer pour rouler, et puis voilà. ouais, ça va être. Ah bah, en fait, quand t'as passé que ça, je pense qu'ils ont personne. Ah, Peut-être. ça va être un peu spécial, ouais. Ouais, ça va être un peu La spécial, Bismax. mais par contre, Alors, à votre attention, avis, attention à Chessball aussi hein, sur parce qu'il a ouais, failli battre Chessball, Del c'est vrai. Toro hein, sur la première étape de l'UAE, donc mais non, mais sinon ils vont pas peser sur la course, franchement. Alors, qui va peser le moins sur la course entre les Alpecin et les Décathlon? Parce que va y avoir quand même un petit Alors, duel l'auto entre les deux. Intermarché, ils pèseront pas du tout. Ah oui, c'est vrai que l'auto Intermarché, c'est vrai. J'avais même L'auto, oublié qu'ils faisaient Paris-Nice. ouais, Et les c'est un équipes, petit peu ça va être triste. terrible. C'est un petit peu Alors, en fait, triste. ils mettent tout le monde sur Tirreno. Oui, Mais bah alors oui, vraiment oui, tout non, le mais monde. Donc, bah écoute, c'est les choix d'équipe. En tout cas, on verra. Comme vous l'avez compris, c'est un Paris-Nice très, très, très difficile à pronostiquer. Bah, comme vous l'avez, on avait des grosses différences. Et d'ailleurs, les gars, voilà, pour conclure, avant qu'on conclue définitivement l'émission, il va falloir vous mouiller et que vous nous donniez votre podium de ce Paris-Nice. Et je vais commencer par toi, Poppy. Qui va terminer premier, deuxième et troisième au classement général final? Pour moi, vainqueur de ce Paris-Nice, ça sera Ayuso. Je vais ensuite garder, j'aime bien la cote Oscar Only en numéro 2. Et puis derrière, je vais. En vrai, j'hésite un peu. Mais j'ai envie de mettre Kevin Vauquelin en 3. J'ai envie de croire au projet Ineos très dangereux et qui éjecte la Visma du podium. Et j'ai envie de Ah mettre du ouais, coup ok. Vauquelin en 3. Ok, très bien, c'est osé. Matt? je vais mettre Ayuso devant Oscar Only et Vingegaard.
derrière en 3 qui a l'expérience, même s'il a un petit peu moins de punch que le reste, va faire le boulot. Très bien, et pour moi, ce sera donc Oscar Onley devant Jonas Vingegaard et Juan Ayuso. Bon, en tout cas, on a à peu près tous les mêmes coureurs, donc on a bien vu, il y a quand même 3-4 noms qui se détachent assez fortement de la start list, et peut-être bien une équipe UAE qui pourrait être encore une fois mise en échec, comme plusieurs fois déjà depuis le début de la saison. On va suivre ça Et ton avec... dixième, Ah, pardon. ton dixième Titien, ce Mon sera qui? 10e, ce sera David Gaudu. Ok. Sachez-le, sachez-le. Voilà, il sera 10e et vous inquiétez pas, il fait quoi, 15e aux Émirats, il va faire 10e Je ici. suis désolé, hein, mais ce sera Harold Terrada le 10e. Ah Ce oui, sera bah, certainement écoute, pas David Gaudu. je sais pas vraiment si je vais suivre à fond Harold Terrada sur cette course, mais oui, pas de doute il sera bien placé lui. Et 4e de l'UAE Tour. C'est vrai, Attention, c'est Harold. vrai, c'est vrai. Bon, après, écoute, on verra ça. La vérité de l'UE Tour n'est pas forcément celle de Paris-Nice. Merci de nous avoir écoutés. Merci, les gars, de m'avoir accompagné. C'est toujours un plaisir de faire ces émissions de preview. Bah, écoutez, si vous nous suivez, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Ça nous permet d'être toujours mieux référencés. On fait des chiffres incroyables en ce début d'année et on vous en remercie. C'est grâce à vous. Évidemment, en commentaire, hein, dites-nous si on est complètement fou, si juste Vingegaard va débarquer sur la course. Il va mettre 1 ou 2 minutes à tout le monde, ça se trouve c'est ce qui va se passer, on est complètement à côté de la plaque. Dites-nous votre podium, ce qui va se passer, est-ce que je sais pas moi, Valentin Paré-Peintre va remporter une étape pour sprinter, est-ce que Harold Terrada va remporter ce Paris-Nice. Voilà, il peut se passer des trucs de fou sur Paris-Nice, on devrait bien s'éclater. Et puis également, je me permets de relancer, alors pour les chaussettes maintenant c'est finito, merci à tous ceux qui nous ont commandé la paire de chaussettes, mais vous pouvez toujours rejoindre l'association Radio Fringale, ça se passe en description de la vidéo, le lien Hello Asso. Bah écoutez, les prochains rendez-vous après cette preview, je crois qu'il y a un petit live de prévu avec Poppy, c'est ça, hein, samedi sur les Strade Bianche, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Live pour la fin, enfin la fin, une bonne partie des Strade Bianche. On commentera la victoire de Tadej Pogacar en direct. Très bien, super. Et puis, je crois qu'il y a une nouvelle émission. Il y a une nouvelle émission contre-attaque qui va sortir aussi en tout début de semaine prochaine. Et puis, évidemment, voilà, les previews. On fera des émissions sur mon débrief, mi-course, Paris-Nice, Tirreno, preview de Milan-San Remo. Voilà, il y a un gros programme qui arrive avec aussi un écrase les pédales dans pas longtemps. Voilà, Radio Fringale a bien lancé son année et on compte pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, en attendant, si on veut tenir le rythme, il faut s'alimenter parce que la Fringale guette. Ciao tout le monde! Ciao tout le monde. Et bisous à tous et allez revoir.